BX1 +. Le face-à-face. On va vous parler de concentration des médias, de diversité rédactionnelle, de conditions économiques aussi dans lesquelles les journalistes travaillent. Dans le face-à-face d'aujourd'hui, on a décidé d'évoquer avec vous un certain nombre de rachats ou de discussions qui sont en cours dans le monde médiatique. On va en discuter avec Frédéric Antoine, il est professeur en économie des médias, professeur émérite à l'UC Louvain, Jean-François Sacré qui suit ce secteur des médias pour le journal L'Écho et Martine Simonis qui dirige l'association des journalistes professionnels. On leur donne la parole dans un instant. On va d'abord rappeler ce qui est en train de se jouer. Il y a des rachats qui sont déjà confirmés, Vanessa Lullier, et il y a des discussions qui sont en cours. Oui, alors dans ce qui a été confirmé, c'est notamment en juin dernier, après plusieurs semaines de tractation, c'est finalement donc l'association Rossel DPG Média qui a racheté le groupe RTL Belgium pour un montant de 250 millions d'euros. Le but est de développer de manière plus efficace la marque RTL, notamment sur le numérique. Alors Rossel et DPG se partagent le groupe à 50-50. Aujourd'hui, c'est au tour de la chaîne d'information LN24 de faire une opération de recapitalisation. Fin octobre, la chaîne privée a fait savoir qu'elle rentrait en négociation exclusive avec l'autre grand groupe de presse belge, IPM. Parmi les actionnaires actuels figurent, outre ses deux fondateurs, Belfus Insurance, B6, 1954, Ice Patrimonial et Finance Invest Bruxelles. IPM souhaiterait investir entre 2 et 4 millions d'euros dans LN24. Jean-François Sacré, je vais commencer peut-être avec vous. Donc, il y a d'abord eu le rachat ou la vente du groupe RTL. Il y a maintenant des discussions autour d'LN24. C'est un mouvement inévitable, ce mouvement de concentration des médias, où on voit que des médias de presse écrite, historiques, se rapprochent de groupes audiovisuels ou de chaînes audiovisuelles. On doit combiner les deux maintenant en 2021 ? Oui, je pense que c'est inéluctable dans la mesure où maintenant, ce dont on parle beaucoup dans le monde des médias, ce sont les grands acteurs internationaux, ce qu'on appelle les GAFA, qui prennent des parts de marché non seulement au niveau de la publicité, mais au niveau de l'audience. Et je pense que les acteurs, les opérateurs locaux n'ont plus d'autre choix que de se regrouper, de regrouper leurs forces pour se défendre face à ces GAFA. Si je vois les choses de très haut, évidemment. Oui. Et on est sur deux scénarios un petit peu différents. Dans le cas du groupe RTL, c'est l'actionnaire principal, c'est le groupe Bertelsmann qui a décidé de vendre. Pour LN24, c'est une autre histoire. C'est parce que cette jeune chaîne d'info, elle est plutôt en difficulté économique. C'est pour ça qu'elle doit trouver un nouveau partenaire. Effectivement, LN24 existe depuis un peu plus de 2 ans. N'a pour le moment pas encore elle a rencontré un succès d'estime, il ne faut pas le nier. Il y a des audiences qui sont tout à fait honorables. En revanche, elle ne parvient pas à monétiser cette audience dans un marché de la publicité qui a fort souffert évidemment de la crise sanitaire et qui remonte un peu la pente maintenant. Mais elle a des coûts fixes très importants, une rédaction d'une trentaine de personnes. La télévision, ça coûte cher, vous en savez quelque chose chez BX1. Et voilà, donc elle n'a pas trouvé son modèle. Elle affiche déjà 7 millions de pertes cumulées depuis le début de sa création. Voilà, les actionnaires ont peut-être plus tellement envie de remettre au pot, si je peux parler un peu trivialement. Il y a de la place pour une chaîne d'info en Belgique francophone où le pari va continuer à être risqué. Je vois déjà Frédéric Antoine qui lève les yeux au ciel. Jean-François Sacré, votre réponse à vous. Oui, une chaîne oui et non. Le tout est de cerner ses ambitions. Les ambitions de LN24 me semblaient assez élevées. De jouer dans la cour des grands, de faire des beaux JT, des débats, des émissions d'information. Peut-être qu'elle aurait dû se concentrer sur le numérique, arriver avec une offre vraiment alternative, différenciante. Voilà. Alors, je vais poser la même question à Frédéric Antoine. Est-ce qu'il y a de la place pour une chaîne d'information en Belgique francophone ? Et votre regard à vous, qui êtes professeur et qui suivez l'économie des médias, je vous pose directement la question. Est-ce qu'on est en train d'assister dans le paysage francophone pour la partie privée, parce qu'il y a le service public qui va rester avec la RTBF au niveau de la fédération, les télévisions locales comme BX1 dans des niveaux plus locaux. Est-ce que dans le secteur privé, on assiste à la constitution d'un duopole où on aura d'un côté IPM et de l'autre côté Rossel?
Alors, pour la première question, c'est-à-dire celle concernant le fait de savoir si une chaîne d'info est possible dans Belgique francophone, la question semblait avoir été réglée avant l'arrivée d'LN24. C'est-à-dire qu'on avait à ce moment-là l'impression que c'était impossible, vu que les groupes de presse à l'époque, enfin, avant LN24, avaient déjà testé le scénario. Et les groupes de presse étaient tous arrivés à la conclusion que c'était pas rentable de faire une chaîne d'info. Donc c'est un peu aller à contre-courant, et c'est ça qui était magnifique, si on veut, dans LN24, c'est que, alors que tout le monde prédisait que ça allait pas marcher, eux partaient sur l'idée qu'on pouvait le faire quand même. Il faut quand même voir que du côté flamand, on avait testé la chose aussi précédemment. Là, il y avait une chaîne info, et puis elle a été sauvée par les pouvoirs publics, qui en ont plutôt fait une chaîne liée à la communication du Parlement et du gouvernement flamand, et plus du tout comme étant une chaîne d'info indépendante. Donc même en Flandre, qui a un gros marché publicitaire et qui a plus de gens qu'en Belgique francophone, ça marchait pas. Donc le pari était un peu risqué, et on pouvait prédire que les choses allaient un peu aller dans le sens dans lequel on les voit arriver maintenant. Maintenant, en ce qui concerne la question du duopole, le duopole, est-ce que c'est un duopole de groupe médias, ou est-ce que c'est un duopole de groupe de médias d'information, ou un duopole lié simplement à des groupes de presse? À l'origine, il y a 2 groupes de presse, oui. Alors c'est clair que Rossel est l'acteur numéro 1, et c'est un vrai groupe média, parce que quand on reprend 50% du groupe RTL, c'est pas de l'info qu'on reprend. C'est un groupe dans lequel il y a énormément de choses qui ne sont pas liées à l'information, il y a aussi de l'information. Tandis que ce que fait IPM, c'est se focaliser plus dans son domaine. Donc IPM, dans son domaine historique. Il ne faut pas oublier qu'IPM à l'origine, c'est des journaux, mais que ce qui a fait sortir IPM de son étroitesse de zone d'activité, c'est le fait de se développer dans les paris en ligne, c'est le fait de se développer du côté des agences de voyage de luxe, des choses comme ça, qui n'ont rien à voir avec... immobilières aussi, par exemple. Qui n'ont rien à voir avec les médias d'information. Et donc, il y a un recentrage qui se fait avec l'arrivée à la fois vers l'avenir, du groupe L'Avenir, et avec cette idée d'entrer dans LN24, alors que IPM, depuis des années, a une chaîne de radio qui est DH Radio, et dans lequel c'est pas l'info qui est l'acteur dominant, quoi. Alors, ça m'a amené à la question suivante. Le point de vue de l'association des journalistes professionnels, Martine Simonis. Si on va effectivement vers un duopole, est-ce qu'on va perdre en diversité de l'information? Première question. Deuxième question, si vous me répondez oui, est-ce qu'on va perdre en nombre d'emplois pour les journalistes? C'est-à-dire, est-ce qu'on va procéder à des synergies dans tous les regroupements qu'on est en train de définir? Voilà, réponse à ces 2 questions. Alors, c'est toujours difficile de faire des paris sur l'avenir, mais les mouvements concentrationnaires ne nous ont pas montré ni une augmentation de l'emploi, ni une amélioration des statuts des journalistes. Et même parfois, on fait disparaître des titres par le passé. Donc, mais si on prend les choses maintenant de façon positive, on peut imaginer que la consolidation donne à chacun de ces médias davantage de moyens, enfin, on peut l'espérer en tout cas. Et dans un monde idéal, on pourrait concilier, parce que ce n'est pas inconciliable, les questions de pluralisme de l'information et la coexistence dans un même groupe de presse de différents médias. Mais il y a des conditions pour ça. Et pour l'instant, je pense qu'elles ne sont pas réunies. Donc, si on veut protéger le cœur de ces médias d'information, à savoir les rédactions, il faut mettre en place un cadre structurel qui est à la fois un cadre conventionnel, donc des conventions entre les directions, les actionnaires et les représentants des rédactions, d'une part, et d'autre part, s'il existe un soutien public, il faut conditionner ce soutien public justement à l'indépendance des rédactions. Et je pense qu'on peut travailler un schéma de ce type-là, avec évidemment, il faut que les directions des médias jouent le jeu, mais il faut qu'elles comprennent que si on ne protège pas le cœur de ces médias, c'est-à-dire l'information, c'est-à-dire ce qui fait leur spécificité, eh bien c'est comme si dans une chaîne de restaurants, tous les restaurants étaient les mêmes, alors que vous pourriez avoir du bas de gamme, du haut de gamme, des restaurants différents où vous allez manger. Mais si vous mangez la même chose partout, ça ne sert plus à rien d'aller dans des restaurants différents. Je prends cette comparaison parce que je crois qu'il est tout à fait possible dans un groupe, et DPG Média l'a montré d'une certaine manière,
Dans DPG Média, vous avez des journaux très différents. DPG Média, je dis pour tout le monde, hein, c'est le propriétaire notamment de VTM et du Lastenus. C'est le gros groupe de presse néerlandophone qui est actionnaire avec Rossel à 50% dans le rachat d'RTL. Hein. C'est ça. Et donc, vous avez dans ce groupe het Lastenus et De Morgen, par exemple. Et donc, on voit que peuvent coexister dans un groupe des médias qui ont des lignes éditoriales très différentes. Mais Martine Simonis, est-ce que le danger et la logique aussi économique, c'est pas justement d'aller vers plus de complémentarité? On peut imaginer qu'RTL va peut-être fournir des vidéos qui vont servir au site internet du Soir et au site internet de Sud Presse, par exemple, et que du côté d'LN24, on va faire la même chose avec des contenus qui vont aller sur le site de l'Avenir et sur le site de l'ADH et de la Libre Belgique. Vous croyez vraiment à cette notion de cuisine où on va garder le restaurant asiatique à côté du restaurant étoilé et le fast-food au coin de la rue, ou est-ce qu'on va pas finir par avoir finalement vraiment deux groupes avec peut-être des rédactions spécialisées mais qui fournissent tout le monde? C'est pas la logique? C'est parfois la logique qui est à l'œuvre et c'est ce que les rédactions essayent de freiner parce que selon nous, étendre les synergies à toutes les fonctions de support, les fonctions IT, les fonctions ressources humaines, etc., c'est logique. Étendre les synergies rédactionnelles à l'éditorial et donc au rédactionnel, c'est une erreur pour nous qui est une erreur stratégique. Et il faut vraiment garder le contrat qu'on a avec les audiences, avec les lecteurs, les auditeurs. C'est vraiment important d'éviter de lisser les contenus, d'éviter de diminuer l'offre rédactionnelle. Et pour ça, il y a des conditions à poser. Il y a vraiment des contrats à passer entre les rédactions. Vous savez, l'information, c'est un bien public. Et j'invite tout le monde à lire les travaux de Julia Cagé en France, qui est une économiste des médias, et qui explique qu'en fait, notre information, celle à laquelle nous avons droit dans une démocratie, c'est un bien public. Et que l'on peut, en travaillant sur les structures de propriété, mais aussi les relations qui existent dans les entreprises privées entre les directions et les rédactions, que l'on peut protéger l'information parce que c'est vraiment essentiel dans une démocratie. Alors, on va redonner la parole à Jean-François Sacré et à Frédéric Dansol dans un instant, mais puisqu'on a beaucoup parlé d'IPM et Rossel, Vanessa Lullier, pour que tout le monde ait quelques chiffres en tête, c'est quoi le poids de l'un et c'est quoi le poids de l'autre? Oui, donc Rossel, c'est un groupe de presse qui a appartenu pendant longtemps à la famille Rossel et dont le patriarche, Pierre-Émile Rossel, a fondé Le Soir. Donc aujourd'hui, Rossel est le propriétaire de plusieurs titres, à savoir donc Le Soir, évidemment, les titres de Sudinfo, Sud Presse anciennement, Le Soir Mag, Vlan, 7 dimanches, mais aussi en France, La Voix du Nord par exemple. Alors il a aussi des parts dans Métro, dans l'Écho, et son chiffre d'affaires est de 500 millions d'euros par an. IPM, lui, est l'autre grand groupe. Il est propriétaire de la Libre Belgique, l'ADH, l'Avenir, Moustique, Paris Match Belgique, le Journal des Enfants et Télépocket notamment. Le groupe a aussi des parts dans l'agence de presse Belga. Son chiffre d'affaires, lui, n'est que de 58 millions d'euros en 2020. Et quant à RTL Belgium, son chiffre d'affaires est de 81 millions d'euros et celui de LN24 de 1,4 million d'euros. Alors, je vais aller, c'est Jean-François Sacré. Alors, je ne vais pas vous prendre en défaut, puisqu'on sait que Rossel est actionnaire de l'Écho. Mais quand même, vous qui suivez cette actualité-là, ça ressemble quand même à l'histoire de David contre Goliath. 550 millions de chiffre d'affaires d'un côté pour Rossel, moins de 60 pour IPM. Le combat est un petit peu déséquilibré. Est-ce qu'il faut, donc ça c'est la première question. Deuxième question, j'entends Martine Simonis qui dit qu'il faut défendre l'information. Est-ce qu'il y a un danger pour l'information aujourd'hui en Belgique francophone ou pas, de votre point de vue? Ouh là là, ça c'est une question un peu piège, vu que je suis journaliste, mais... C'est pour ça que je vous la pose, évidemment. Oui, bien entendu, j'entends bien. Si j'en prends mon expérience personnelle dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est-à-dire le groupe Mediafin qui édite l'Écho et le Teide, moi, je vois au contraire un renforcement des moyens ces dernières années, un renforcement des rédactions, parce que le modèle a changé. La publicité n'est plus la principale source de revenus, c'est le lectorat qui nous fournit, en tout cas chez nous, la plus grande source de revenus. Pourquoi? Parce que les audiences sont bien monétisées sur Internet. Avec l'essentiel des ventes se font maintenant en digital, principalement en semaine, peut-être moins le week-end, où le papier a encore une grande importance.
Donc cela dit, moi personnellement, je ne vois pas vraiment de menace en ce qui nous concerne au niveau de l'info. Ouais. Sur la disproportion entre les deux groupes, Rossel d'un côté, IPM de l'autre, je vais peut-être vous poser la question autrement. IPM qui discute avec LN24, est-ce que IPM a les moyens de sauver LN24 et d'assurer un avenir à une chaîne d'info? Ou est-ce que c'est pas déjà un petit peu perdu d'avance? Pour ce qui est des moyens, je pense qu'IPM les a. L'entreprise est redevenue rentable depuis 2-3 ans, je pense. LN24 ne doit pas coûter bien cher. C'est quand même une toute jeune entreprise. C'est une start-up qui a à peine un peu plus de 2 ans. Je ne sais pas ce que ça vaut, LN24, mais je crois que l'opération est tout à fait jouable pour IPM. Et alors, je trouve qu'il ne faut peut-être pas comparer avec l'opération RTL. RTL, c'est un mastodonte qui a coûté 250 millions d'euros et ses nouveaux propriétaires avaient les moyens de leurs ambitions. Ouais. Alors, Frédéric Antoine, je voudrais qu'on rebondisse sur ce qu'a dit Jean-François Sacré quand il parle de l'expérience vécue à l'Écho, où effectivement on a réussi un virage vers le numérique. Ce virage-là, est-ce qu'il n'est pas plus simple lorsqu'on est sur des contenus de qualité, avec un public plutôt haut de gamme qui a des moyens économiques et envie de payer pour le contenu qu'on lui offre ? Et par contre, une équation beaucoup plus difficile lorsqu'on est sur des médias grand public, où là, le public est plutôt habitué à consommer gratuitement, grâce à la publicité, les informations qu'on lui propose, et où il y a une concurrence, effectivement, des GAFA, Facebook par exemple, qui fait que faire payer de l'info, ça n'est pas possible pour du grand public. D'abord, je pense qu'il y a une différence entre la presse classique, originaire presse écrite, et les médias audiovisuels, quoi. C'est pas le même monde. C'est-à-dire que on paye volontiers, de plus en plus maintenant, pour avoir un journal en ligne que l'on peut s'abonner, mais on paye pas volontiers pour regarder RTL ou pour regarder la RTBF ou TF1. Donc on est sur 2 modèles économiques qui sont pas les mêmes, quoi, où la place de la publicité n'est pas les mêmes. Une grosse partie de l'enjeu dans le deal Rossel-DPG, c'est la publicité, le marché publicitaire qui est derrière. C'est les ressources publicitaires, et notamment, on n'en a pas parlé quand vous avez fait le portrait de ce que Rossel et DPG acquièrent, mais ils acquièrent IP. Et IP, qui est la régie publicitaire de RTL Belgique, ça c'est une poule aux œufs d'or. Hein. Les rentrées importantes et les bénéfices du groupe RTL, enfin indirectement, c'est par IP. C'est pas via RTL Belgium. Donc c'est pas tout à fait la même chose dans les 2 cas. Et pour prendre ce que Jean-François Sacré a dit, c'est vrai que dans le cas de l'Écho, c'est une success story pour l'instant, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a quand même des synergies, par exemple, entre l'Écho et The Tate. Hein, et que de temps en temps dans l'Écho, ce qu'on lit, c'est du contenu de Tate, quoi. Hein, et c'est moins rare, moins fréquent dans l'autre sens. Mais enfin bon, ça peut exister aussi. Et donc ça fonctionne parce que dans ce groupe, on a mis ensemble, il y a bien longtemps, 2 titres qui étaient indépendants, qui étaient d'un côté l'Écho et de l'autre côté de Tate. Hein. Ouais. Oui. J'ai envie de poser une question à Jean-François Sacré. Le gros avantage de l'opération pour DPG et Rossel en mettant la main sur RTL, c'est d'avoir une diversité de portefeuille énorme, avoir des titres populaires, des titres haut de gamme, de la presse écrite et de l'audiovisuel. Ça va permettre aussi d'être très précis dans le ciblage publicitaire et de proposer aux annonceurs venez chez moi parce que moi je peux toucher à peu près toutes les cibles. C'est ça qui va se passer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? Oui, notamment, c'est vrai. Il y a aussi un avantage, c'est que maintenant... ça fonctionne comme ça, ça fonctionne déjà un petit peu comme ça du côté flamand avec DPG. Hein. Ils vont pouvoir proposer aux annonceurs ce qu'on appelle une offre nationale publicitaire, ce que les annonceurs aiment beaucoup. Parce que, il faut savoir que le marché belge n'est pas très grand, donc si les annonceurs peuvent atteindre sans trop de démarches, je dirais commerciales, l'ensemble d'une population, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de devoir morceler le marché en 2. Ouais. Frédéric Antoine, sur là-dessus? Ben oui, il faut quand même dire qu'il y a quelques années, les régies publicitaires étaient nationales en Belgique. C'était tout ce qui était national. La presse, tout ça, c'était communautarisé, mais les régies publicitaires, c'était transcommunautaire. Et puis tout ça a éclaté. Et aujourd'hui, on se félicite que Rossel plus DPG reconstitue une offre publicitaire nationale. Mais effectivement, c'est l'enjeu. Et c'est là-dessus qu'ils peuvent lutter vis-à-vis des GAFAM, enfin à leur échelle. C'est par
des offres nationales et une union entre le nord et le sud de la Belgique. C'est ça l'enjeu qui est derrière. Et donc là, ça peut marcher, alors que tout le reste reste morcelé et que notamment IPM reste un groupe qui est fortement localisé et communautarisé, quoi. Alors, on va terminer ce débat avec Martine Simony. Vous avez dit tout à l'heure, il faut défendre l'information, il faut que les rédactions passent une sorte de contrat avec les actionnaires qui ont le contrôle des médias qui les emploient. C'est quoi le rôle du politique là-dedans ? Et est-ce que le politique a encore un mot à dire lorsqu'on a affaire à de grands groupes comme Rossel et DPG d'un côté, IPM de l'autre ? Est-ce qu'il y a encore un encadrement des médias ? Est-ce qu'il faut travailler là-dessus ? Ou est-ce que les choses vont se passer d'un point de vue purement économique ? Alors, il y a peu de leviers au niveau politique et peut-être que c'est bien, en fait, qu'il n'y ait pas trop d'interventionnisme dans les médias d'information, mais il y a des leviers quand même parce qu'il existe des aides publiques aux médias, spécifiquement aux médias de service public, aux télévisions locales, mais aussi des aides à la presse écrite. Et le modèle qu'on préconise à l'Association des journalistes professionnels, c'est de joindre à ces octrois d'aide publique des conditions. Donc en fait, il faut conditionnaliser les aides publiques à certains critères, des critères qui tiennent au nombre de journalistes professionnels, au statut de ces journalistes, au respect des droits d'auteur, au respect de l'autorégulation déontologique, c'est vraiment important, là on touche au contenu, et il faut mettre ce cadre tout en évitant un interventionnisme politique dans les contenus. Autrement dit, la voie elle est étroite, mais elle existe. Donc il existe pour l'instant une ébauche de ce type de projet qu'on propose dans les aides à la presse écrite, qui sont déjà conditionnées à des critères qui tiennent notamment au nombre de journalistes professionnels salariés. Et c'est vraiment important parce que ça permet d'éviter d'aider des entreprises voyous, et il y en a dans le secteur, et ça permet au contraire de soutenir une offre rédactionnelle et notamment une production propre. Et donc nous pensons aussi qu'il serait important de lier les aides aux médias à des conditions qui tiennent au volume d'informations en production propre. Donc c'est déjà un peu le cas pour les télévisions locales maintenant, mais ce n'est pas le cas pour les autres médias. Or, si l'on veut garder une offre pluraliste d'informations, il faut justement éviter la mise en synergie de toute une série de pans de l'information et de pans dans les rédactions. Il faut garder des équipes rédactionnelles fortes et structurées. Et il faut donc éviter les synergies qui vont toucher toute une série de pans. Vous avez déjà discuté de ça avec le monde politique, avec la ministre de l'Audiovisuel, par exemple ? Oui, je pense que ça fait 10 ans que c'est dans nos mémorandums et je crois que les questions des aides aux médias sont à nouveau à l'agenda politique et on annonce en tout cas chez la ministre Linard une réforme des aides à la presse. Donc je crois que ce sujet redeviendra d'actualité. Merci beaucoup Martine Simony. Il y avait également donc de l'AJP, il y avait également Frédéric Antoine, professeur émérite à l'UC Louvain, professeur en économie des médias, et Jean-François Sacré qui suit le secteur des médias pour le journal L'Écho. Merci à tous les trois.